Nous avons le temps. Oui, parce que je vous conduis dans une parenthèse enchantée et spectaculaire qui est celle justement d'une cérémonie funèbre, ou plutôt de plusieurs cérémonies funèbres pour une seule et même personne. Et ceci en 1842. Alors c'est une communication qui est le fruit de recherches commencées en 2017 dans le cadre de l'exposition Dreux en fête, que peut-être certains localement ont vu au musée d'art et d'histoire de Dreux que je dirigeais alors. Il était apparu nécessaire au regard des nombreux dessins, des nombreuses gravures recensées dans les réserves durant le récolement décennal, de présenter une exposition qui fasse le point sur les différents temps d'édification sociale de la ville de Dreux depuis le Moyen-Âge à nos jours. Les cérémonies d'inhumation à la chapelle royale me paraissaient incontournables, et elles me le paraissent encore aujourd'hui dans le cadre de ce colloque. Et il existait en plus, au sein des réserves du musée, une iconographie importante et pourtant jamais instruite, pour reprendre un vocabulaire en usage dans les services des monuments historiques. Nous nous intéresserons aux cérémonies funèbres du prince Ferdinand Philippe d'Orléans. Ferdinand Philippe, qui meurt le 13 juillet 1842 lors d'un accident de voiture à cheval. Alors pourquoi ce choix ? Eh bien parce qu'il s'agit de l'un des temps forts de l'histoire nationale, celui de la disparition du premier fils de Louis-Philippe Ier et de Marie-Amélie de Bourbon, qui devait donc assurer la continuité de la monarchie. Et en outre, la chapelle royale de Dreux étant la nécropole de la famille d'Orléans, eh bien, il est important d'aborder cette question du cérémonial qui précède donc l'inhumation, d'autant que celui-ci se déploie sur plusieurs édifices, à commencer pour notre histoire par la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ces obsèques nationales supposent en effet le déplacement du corps du prince depuis le siège des pouvoirs monarchiques et parlementaires, Paris, jusqu'à la dernière demeure du prince, Dreux. Enfin, ce cérémonial n'a lieu qu'une seule et unique fois sous cette forme, à mon sens, durant la monarchie de Juillet. Alors, lorsque l'on s'attache aux fêtes et aux cérémonies, on dispose d'un matériel riche mais très éparse. D'une part, il existe les informations sur la pratique funéraire, qui est un rituel bien ordonné, et d'autre part, les informations données sur les formes artistiques des décors qui accompagnent ces pratiques. Et un recueil de lithographies réalisé sous la direction de François Grenier et édité à Paris chez Janin en 1842 établit, je cite, c'est dans l'avant-propos du recueil, d'après nature et sur les renseignements authentiques, la chronologie de la mort et du rituel funéraire de Ferdinand Philippe d'Orléans, que complètent d'ailleurs des documents d'archives comme les pièces comptables et même, nous le verrons, et c'est très important pour cette communication, la presse écrite. Alors, première étape, eh bien, le 13 juillet 1842, Ferdinand Philippe se dispose à partir à Saint-Omer, où il doit passer en revue une partie de l'armée d'opérations sur la Marne, dont il vient de recevoir le commandement, quand il se rend à Neuilly pour saluer sa famille. Et les chevaux de sa voiture s'emballent, il se brise la tête sur le pavé et meurt quelques heures plus tard, aux côtés de sa famille qu'il a rejoint avant cette mort, dans les chopes d'un boulanger voisin du lieu de l'accident. La dépouille, elle est ensuite conservée au château de Neuilly. Vous avez ici l'une des gravures de ce recueil de Grenier qui montre le transfert du corps de l'échoppe du boulanger jusqu'à Neuilly. Et puis, deuxième étape, le 30 juillet, la dépouille est transférée à Notre-Dame de Paris pour y être exposée au plus grand nombre, et le 3 août est célébré un service funèbre solennel en présence des grands corps de l'État. Vous avez ici une image des décors justement qui ont été mis en œuvre à cette occasion à Notre-Dame de Paris, que l'on a bien grand-peine à reconnaître. Troisième étape, le corps est transporté à Dreux le 4 août à 4h30 du matin, part de Paris à 4h30 du matin. Le char funèbre que vous voyez ici est celui de Louis XVIII, qui lui est mort en 1824. Il est conservé à la Galerie des Carrosses à Versailles. Quatrième étape, le corps arrive à Dreux à 13h. Toutes les cloches de l'église sont mises en branle et on tire des coups de canon. Le cercueil est immédiatement dirigé vers l'église paroissiale, l'église Saint-Pierre, que vous connaissez bien, et l'évêque de Chartres prononce l'absoute sur le cercueil. Ce sont les prières qui sont dites après l'office des morts.
Et vous voyez ici, grâce de nouveau à une lithographie de ce recueil de Grenier, 5e et dernière étape, cette fois-ci, le cortège part de l'église Saint-Pierre, continue sa route jusqu'à la chapelle royale, lieu du dernier repos, où se déroule donc la cérémonie d'inhumation, cette fois-ci. Des messes basses sont dites par l'évêque de Chartres, l'archevêque de Paris, l'évêque d'Évreux, l'évêque de Maroc, le curé de Neuilly et le curé de Dreux. Et c'est une cérémonie qui s'achève à 16h. Vous voyez que c'est extrêmement bien détaillé. Nous allons maintenant donc nous intéresser aux décors utilisés durant ces cérémonies. Ceux de Notre-Dame seraient de Visconti, j'y reviendrai. C'est en tout cas ce que nous apprend l'une des lithographies que vous avez sous les yeux du recueil de Grenier. En tout cas, dans la marge, il y a une lettre imprimée, et cette lettre apprend, je la cite, « Cette dernière estampe montre la cathédrale Notre-Dame tapissée de noir par manque de tissu. L'architecte Visconti eut recours à du papier noir. » On peut d'autant croire François Grenier que cette estampe est fidèle à la réalité observable sur ce daguerréotype du photographe Marc-Antoine Gaudin, conservé au musée d'Orsay. Mais qui est donc ce fameux Visconti? Beaucoup le connaissent ici, dont il est fait mention. Eh bien, il s'agit de Louis Tullius Joachim Visconti, qui est né à Rome en 1791 et mort à Paris en 1853. Alors le voici représenté à titre posthume par le peintre Théophile Vauchelet, une œuvre conservée au musée Carnavalet, avec à l'arrière-plan son grand œuvre, le tombeau de Napoléon Ier aux Invalides. On voit l'entrée, et par l'embrasure de la porte, on aperçoit le tombeau cénotaphe. Sa famille, elle s'installe à Paris en 1798 et il obtient la nationalité française l'année suivante. Et entre 1808 et 1817, il étudie à l'École des Beaux-Arts de Paris. Alors, il a obtenu le second Grand Prix de Rome d'architecture en 1814 et il est nommé, surtout, c'est intéressant, ça aussi, il est nommé architecte voyer des 3e et 8e anciens arrondissements de Paris en 1826 et conservateur de la 8e section des monuments publics de Paris en 1832. Alors, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'actualité de Visconti au moment où l'on célèbre la mort de Ferdinand Philippe. Eh bien, il vient de s'acquitter d'un travail mémoriel important en 1840, puisqu'il a conçu les décorations de la capitale pour la cérémonie du retour des cendres de Napoléon Ier, et il commence à dessiner le tombeau de l'empereur aux Invalides. Vous avez ici une lithographie qui vous représente l'entrée des cendres de Napoléon Ier le 15 décembre 1840 à Paris. Une lithographie qui est conservée à la Bibliothèque nationale de France. Ce retour des cendres était donc une initiative du roi Louis-Philippe et avant lui d'Adolphe Thiers, et c'est au demeurant, Grégoire Franconi vous l'a rappelé tout à l'heure, la politique de Louis-Philippe de tenter de se rattacher à toutes les gloires de la France, auxquelles d'ailleurs il avait dédié le château de Versailles, transformé en musée de l'histoire de France. Si les décors de Notre-Dame sont de Visconti, alors ceux de Dreux peuvent lui être attribués. On reconnaît d'ailleurs, si l'on observe les dessins de Visconti, on reconnaît son style, on reconnaît sa main. Ils sont sensiblement identiques d'ailleurs au décor de Notre-Dame, dans l'usage qui est fait des décorations et des tentures, y compris la capacité énorme à s'adapter à la configuration des lieux et aux rituels qui s'y déroulent. À la chapelle royale, par exemple, de Dreux, vous avez ici le projet de cette scénographie funèbre et la réalisation donc sur l'une des lithographies de Grenier. Donc à la chapelle royale, vous voyez que l'élévation de la coupole et le plan massé de l'édifice permettent de mobiliser en son cœur l'essentiel des décors, ce qui confère d'ailleurs à l'ensemble un aspect intimiste que l'on ne retrouve pas à Notre-Dame sur la gravure que je vous ai montrée auparavant. Le dais est suspendu à la rotonde sous laquelle se dresse le catafalque, qui est cette structure ici qui se termine par un édicule pyramidal. Et donc il élève le regard jusqu'à la verrière zénitale, verrière donc où l'on trouve ces beaux vitraux de la rivière. Alors ces décorations funèbres héritent en vérité d'une tradition qui remonte au XVIe siècle, développée dans les différents États de la péninsule italienne, et pour la France établie par le père Claude-François Ménestrier dans un ouvrage fondateur intitulé « Les décorations funèbres », publié à Paris en 1684. Ces pompes funèbres sont, selon lui, selon ce père jésuite d'ailleurs, le support visuel d'un panégyrique
qui se traduit notamment par les images parlantes, emblèmes, allégories que l'on doit suivre des yeux au moment de l'oraison funèbre pour en comprendre le sens. Et à titre de comparaison avec les pompes funèbres de Ferdinand-Philippe d'Orléans, eh bien, voici celle dont le père Ménestrier a lui-même établi le discours au XVIIe siècle et dont les formes ont été développées par son associé à cette occasion, Jean Ier Beurin, dessinateur de la chambre et du cabinet du roi. Il s'agit de la pompe funèbre de Marie-Thérèse d'Autriche à Notre-Dame de Paris, qui a eu lieu à la fin de l'année 1683. Vous devinez à peine l'architecture tant elle est camouflée par les tentures et les ornements. Et je vous mets donc maintenant les deux décors de pompes funèbres l'un à côté de l'autre, celui de Marie-Thérèse à gauche et celle de Ferdinand-Philippe à droite, donc toutes les deux à Notre-Dame de Paris. Eh bien, la décoration funèbre, visiblement à Notre-Dame pour Ferdinand-Philippe, avec des jalons intermédiaires d'ailleurs sous Louis XVIII, eh bien, a conservé l'intensité dramatique rendue par ces scénographies que l'on voit donc depuis le XVIIe siècle dans les grands édifices religieux au moment des enterrements. Alors, pour ne rien vous cacher, la multiplicité des cierges qui rend séduisantes ces scénographies pose un certain nombre de difficultés. On le sait grâce au Moniteur parisien pour Ferdinand-Philippe, je le cite, « Aucun accident n'a troublé le service funèbre du prince royal, malgré la foule pressée qui remplissait la métropole et surtout la chaleur qui s'y faisait sentir. Seulement, cette chaleur devenue excessive par le somptueux éclairage de toutes les parties de l'église a failli causer un accident. Les 300 cierges qui, outre les grands candélabres, entouraient le catafalque, se fondaient et se courbaient les uns les autres au risque d'enflammer les draperies qui le recouvraient. » Alors cet apparat pluriséculaire, vous voyez, permet aux Orléans de remémorer leur filiation aux Bourbons. Et néanmoins, ce qu'on peut remarquer tout de même, c'est que les formes et les apparences en apparence similaires, sont beaucoup plus épurés. En effet, les emblèmes, les allégories du XVIIe siècle ont disparu en grande partie. Le message que l'on cherche à transmettre ici est donc d'une autre nature. Et il faut revenir là, un peu de sens autour de cet enterrement, en tout cas le sens que l'on veut lui donner. Bien, il faut revenir à cet escamotage de la Révolution de 1830 qui avait renforcé l'opposition des républicains qui voulaient déstabiliser la monarchie. Et en 1842, précisément à la mort de Ferdinand-Philippe, ceux-ci exerçaient une influence considérable auprès de la petite bourgeoisie, des étudiants et des ouvriers. Et il souhaitait notamment réinstaurer le suffrage universel, la liberté d'association et créer un enseignement primaire gratuit notamment. Si Ferdinand-Philippe passe pour une icône aux yeux du peuple, eh bien, il est aussi accrédité dans les milieux conservateurs. Et le duc d'Orléans réunit autour de lui des personnes donc de toutes conditions, de tout milieu, de toute conviction au moment de sa mort. Aussi est-elle susceptible de rassembler la nation autour de la famille royale. On cherche donc à transmettre un message émouvant, à toucher, au-delà de l'assemblée restreinte des... Comment c'est arrivé là ? Ah oui. Au-delà de l'assemblée restreinte des fidèles présents aux cérémonies, en s'adressant sûrement à un plus vaste auditoire. Et d'habiles relais, tels que les éditeurs et les rédacteurs de la presse partisane, mettent en scène le deuil des souverains et font état de leur profonde tristesse, de leur affliction. Ces récits humanisants, les récits humanisants qui en découlent, s'articulent en deux temps. D'abord, le récit de l'accident et du dernier soupir, et ensuite celui des derniers adieux lors de l'inhumation à Dreux. Ce sont les moments les plus poignants, les plus émouvants qui sont relayés par les éditeurs et par la presse. La mort du prince, en effet, est dépeinte d'une façon quasi hagiographique. C'est presque la mort d'un saint, et ce, dès le mois de juillet 1842 et jusqu'en 1844, soit 2 ans après l'accident. Avec Eusèbe Giraud de Saint-Fargeau, dans son dictionnaire géographique, historique, industriel et commercial, qui date de 1844, eh bien, on a ce type de discours. Je le cite. « Relevé aussitôt par les témoins de sa déplorable chute, le prince royal fut transporté dans la maison la plus proche, qui se trouve à elle être celle d'un marchand épicier, chemin de la Révolte. Au moment où la reine arriva près du lit de son auguste fils, de grosses larmes s'échappèrent des yeux du prince mourant, qui demeura sans voix. L'arrivée du roi, des princes et des princesses parut augmenter ses larmes, mais toujours sans lui rendre la parole, malgré les cris désespérés et les caresses pleines d'angoisse de cette famille royale.
Le récit de l'enterrement, lui aussi, est caractérisé par l'évocation de la famille royale en larmes. Et elle figure dans tous les journaux partisans, mais même dans l'opposition. Et particulièrement l'article, pour un journal partisan, d'Alfred Auguste Cuvillier-Fleury, dans l'édition du 4 août 1842 du Journal des débats, le fameux Journal des débats. Ce journaliste, d'ailleurs, dont je viens de vous citer le nom, est un proche des Orléans. Et dès 1827, il est précepteur du duc d'Aumale. Ensuite, il lui reste attaché en tant que secrétaire particulier. Alors, vous voyez que c'est un proche. Et je le cite. « Arrivé devant le cercueil du prince royal, nous sommes dans la chapelle de Dreux cette fois-ci, Sa Majesté se prosterne. C'était la dernière épreuve de cette longue et cruelle agonie. Elle a été déchirante. Le roi a baisé de ses lèvres et mouillé de ses pleurs le cercueil de son fils bien-aimé, puis il s'est levé. Les princes, à genoux, la voix couverte par leurs sanglots, ont adressé à leur frère aîné le suprême adieu. Et puis la foule des assistants a été admise à ce douloureux honneur. On entrait dans le caveau individuellement, l'un après l'autre, et c'était une affreuse émotion quand on se trouvait seul en face de ce cercueil, chargé des insignes d'une grandeur évanouie et pour laquelle allait commencer une éternelle solitude. Et maintenant, prince, dormez en paix. Ça aurait été mieux avec la voix de Frédéric Mitterrand. La médiatisation que nous venons d'évoquer n'est cependant pas, j'ai bientôt fini, hégémonique. La presse ne s'adresse en réalité qu'à une partie des Français, les bourgeois qui ont les moyens de l'acheter. En effet, l'abonnement au Journal des débats, pour reprendre cette presse-là, coûte 80 francs par an, soit l'équivalent de plus de 400 heures de travail d'un ouvrier. Un prix prohibitif pour la très grande partie de la population française. Et donc, il ne faut pas négliger, je dirais, cet apport en communication qui est celui du bouche à oreille. C'est le cas aujourd'hui et c'était déjà le cas à cette époque-là. Et pour mesurer l'incidence du bouche à oreille, les témoignages populaires constituent de précieux indicateurs et prouvent que l'entreprise d'humanisation de la famille royale a bien fonctionné, mais qu'elle ne faisait que renforcer un sentiment déjà existant envers le prince, en quelque sorte. Un document découvert dans les archives de l'ancienne Seine-et-Oise, donc maintenant les archives départementales des Yvelines, laisse une trace émouvante de cette ferveur. Le commissaire de Meudon s'adresse à son préfet le 12 septembre, alors que Ferdinand Philippe est mort depuis 2 mois. Je le cite, « Le degré de popularité que ce pauvre prince a atteint est à peine croyable. Ici, où tout s'oublie si vite, les manifestations d'affection, d'estime et de regret durent encore. Les images grossièrement coloriées qui retracent le déplorable événement sont collées sur tous les murs des cabarets et se trouvent être aussi nombreuses que celles du même genre qui veulent représenter les Napoléons. » La mort, et oui, jusque dans les assiettes. Car, vous voyez, ces assiettes en porcelaine de Creil et Montereau, qui constituent de précieux témoignages aussi sur la manière, cette fois-ci, dont les manufactures, dont Louis-Philippe encourage le développement, participent à ce système de communication royale en utilisant l'iconographie mortuaire. Vous voyez ici, on retrouve le cénotaphe, le catafalque éphémère du défunt. Il est ainsi, ce défunt, durablement sanctifié par le rituel funéraire réactivé au moment du repas. Une sorte d'eucharistie. Alors, en conclusion, sa disparition à ce prince Ferdinand Philippe d'Orléans prive la monarchie d'un soutien qui lui manquera considérablement en 1848. La monarchie de Juillet perd le crédit d'une partie des espoirs suscités par le prince, qui était un des membres les plus respectés et aimés de cette famille royale. Je peux dire que la mort accidentelle de Ferdinand Philippe enfante, en quelque sorte, un phénomène assez inédit de communication royale. On a remarqué les premiers récits des larmes de souverains, premiers récits, j'en ai cherché auparavant, il n'y en a pas, y compris au XVIIe siècle, bien sûr, dans le Mercure galant. Les premiers produits dérivés, vous en voyez ici, avec donc ces produits qui permettent de garder la mémoire d'un triste événement. Nous ne sommes pas loin, permettez-moi ici de le dire, de la mort de Diana. Et le parallèle, quand on y songe, est assez troublant. Accident de voiture, etc. Il s'agit, à mon sens, d'un événement fondateur d'instrumentalisation de la vie privée, une sorte de pipolisation. J'utilise ce terme à dessein, même s'il est particulièrement anachronique, parce que le média de masse apparaît plutôt au XXe siècle, qui semble dès lors attaché, peut-être d'ailleurs malgré elle, à certaines familles royales. Voilà, je vous remercie.